On va commencer par se présenter. Donc, Nathan Cambrousi et Clémence Pierre, nous sommes tous les deux intervenants en prévention des risques professionnels au sein du pôle prévention conseil de l'OPSAT. Et aujourd'hui, on va vous expliciter un petit peu le décret du 4 avril 2024. Alors, comment on va s'organiser? Vous avez vu que sur votre droite, vous avez une zone de chat où vous pouvez poser des questions. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation et nous y répondrons à l'issue. On reprendra les questions une à une et on apportera des réponses en fin de présentation. Alors justement, le décret 2024-307 qui est paru le 4 avril 2024 introduit de nouvelles dispositions réglementaires quant à la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents CMR. Donc, ce décret, il oblige l'employeur à établir une liste des salariés exposés aux agents CMR. Donc, CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Ce décret donne aussi des précisions quant au fait que l'employeur doit spécifier la nature, la durée et le degré d'exposition si ces données sont connues par l'employeur. On va reprendre un petit peu la base des choses. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agent CMR? Alors, un cancérogène, c'est un agent qui peut provoquer ou favoriser l'apparition d'un cancer. Donc, on connaît tous l'amiante, qui est encore grandement responsable de maladies professionnelles, de cancers professionnels à l'heure actuelle. Donc, l'amiante, c'est un cancérogène avéré. Un agent mutagène est un agent qui peut entraîner une ou plusieurs mutations dans le patrimoine génétique héréditaire. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, des malformations qui sont transmises à nos descendants quand on est exposé à ce type d'agent. Les reprotoxiques, donc un reprotoxique, c'est un agent qui est toxique pour la reproduction et qui peut altérer donc la fertilité, que ce soit des hommes ou des femmes, ou bien causer des dommages sur un fœtus. Alors, ça peut être des malformations, mais ça peut aussi être des fausses couches, des accouchements précoces, etc. Alors, pour les mutagènes, l'exemple que je peux vous donner qu'on rencontre pas mal en milieu industriel, c'est le benzoapyrène qui est présent notamment lors de la transformation des huiles entières. Donc, quand une huile entière va s'échauffer et vieillir dans le temps, on peut avoir la formation de cette substance qui est un mutagène. Pour les reprotoxiques, en milieu industriel, on peut rencontrer par exemple le plomb, qui est un reprotoxique avéré. Alors, et d'un point de vue réglementaire, alors, il faut savoir que le Code du travail, il définit deux catégories de CMR. Les CMR avérés, qui sont régis par le décret CMR 2001-97 dans le Code du travail, et les CMR suspectés qui, eux, dépendent du décret des agents chimiques dangereux 2003-1254. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ces deux catégories de CMR, il y a deux réglementations distinctes. Donc, l'employeur ne va pas être soumis aux mêmes obligations du fait que ses salariés soient exposés plutôt à l'un ou plutôt à l'autre. Justement, concernant le décret du 4 avril 2024, c'est bien la catégorie des CMR avérés qui est concernée par ce texte-là et qui va obliger l'employeur à établir une liste des salariés exposés à ces substances CMR. Donc, sachant qu'il va falloir associer les salariés aux substances CMR, la question va être de comment procéder pour établir la liste des substances CMR présentes dans l'entreprise. Pour cela, il y a une démarche à suivre qui va être la suivante. Dans un premier temps, faire l'inventaire des produits auxquels sont exposés les salariés. Mais de manière plus large, faire l'inventaire de tous les produits qui sont présents dans l'entreprise. Ensuite, analyser les fiches de données de sécurité de ces produits qui vont permettre
de déterminer si le produit est CMR ou non. Et dans un dernier temps, analyser les agents émis par les procédés de fabrication également. Pour cela, dans un premier temps, donc, faire l'inventaire des produits chimiques présents dans l'entreprise. On entend par produits chimiques, évidemment, tous les produits qui sont étiquetés, qui se présentent dans des bidons, des aérosols ou autres, et pour lesquels on peut avoir des fiches de données de sécurité, mais également les produits émis par les procédés de fabrication. On pense notamment aux poussières de bois, aux brouillards d'huile, justement, comme le disait Clémence, des huiles entières lors des procédés d'usinage des métaux. On pense au gaz d'échappement des véhicules, tout ce qui va être un polluant, en fait, et qui va pouvoir être inhalé ou absorbé par le salarié lors de son travail. Une fois que l'inventaire est établi, pour chaque produit étiqueté, on va recenser les fiches de données de sécurité. Qu'est-ce qu'une fiche de données de sécurité? Il s'agit d'un document qui est réglementaire et qui est fourni par le fournisseur du produit pour chaque achat. En tant qu'employeur, vous avez le droit, et c'est une obligation du fournisseur, de vous transmettre ce document. C'est un document qui doit être rédigé en français. Beaucoup de fournisseurs, notamment suisses ou allemands, ne transmettent pas des documents en français. Cependant, la réglementation oblige à ce qu'elle soit disponible en français. Et nous préconisons, selon une recommandation de l'INRS, que la fiche de données de sécurité date de moins de 5 ans pour sa date de mise à jour, puisque les informations qui y sont contenues sont régulièrement soumises à évolution. Et on considère qu'au-delà de 5 ans, les données toxicologiques des produits ne sont plus à jour avec les connaissances techniques. Cependant, certains produits ne disposent pas de fiches de données de sécurité. C'est ce qu'on va appeler les polluants émis, notamment les poussières de bois et les gaz d'échappement, par exemple, mais également les produits cosmétiques. Donc, si vous êtes concerné par l'utilisation de cosmétiques ou de médicaments, sachez qu'il n'y a pas de fiche de données de sécurité, mais les données techniques, les fiches techniques recensent tout de même les composants selon une autre liste, mais on peut tout de même remonter aux informations toxicologiques qui sont préoccupantes, notamment savoir si il s'agit de substances CMR ou non. Donc, la fiche de données de sécurité va permettre d'analyser rapidement si un produit est CMR ou non. Comment faire? Eh bien, il faut déjà regarder s'il y a la présence du pictogramme nocif, celui qui est présent sur la diapositive, mais également chercher la mention de danger qui indique le caractère CMR du produit. Il y en a 3. La 340 peut induire des anomalies génétiques, 350 peut provoquer le cancer, et 360 peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Si le produit est étiqueté avec l'une de ces phrases, alors il s'agit d'un produit CMR avéré. Si la phrase commence par le mot susceptible, comme susceptible de provoquer le cancer, il s'agit d'un cancérogène, d'un mutagène ou d'un reprotoxique suspecté. Et dans ce cas-là, c'est une catégorie 2, il n'est pas soumis à la même réglementation des CMR avérés. Donc, les salariés qui sont exposés à ces produits ne seront pas à déclarer en CIR et ne seront pas à inclure sur la liste du décret du 4 avril 2024. Ces informations, on peut les retrouver dans la fiche de données de sécurité et on peut également retrouver dans la fiche de données de sécurité des informations concernant les substances qui composent le produit. Là où ça peut être un peu plus compliqué à appréhender, c'est qu'un produit peut contenir des substances qui sont CMR sans que le produit soit CMR, puisqu'il y a des seuils en fait des seuils réglementaires qui font que lorsqu'une substance est présente en deçà d'une certaine concentration, on considère que les mentions, pardon, excusez-moi, j'ai le chat en même temps qui défile. On considère que les données toxicologiques ne sont pas transitives sur l'ensemble du produit. Donc, dans une fiche de données de sécurité, si vous voulez aller rechercher plus loin, en allant dans la rubrique 3, vous avez la composition, et on retrouve dans cette rubrique le nom de la substance. Ici, c'est l'acétate de N-butyl qui est mis en valeur. Les numéros d'identification, donc le CAS, le numéro CE, qui vont permettre de s'assurer que l'on parle de la même substance, puisqu'elles ont plusieurs noms,
et les mentions de danger. Les mentions de danger, par exemple, pour l'acétate de N-butyl, sont 226, 336 et 0,66. Il ne s'agit pas des mentions de danger CMR, donc 40, 50, 340, 350 et 360. Donc, l'acétate de N-butyl ne pose pas de problème. Une substance comme le formaldéhyde présente la mention de danger H350. Il s'agit donc d'une substance qui est cancérogène avérée. Là, on n'a pas mis toutes les informations de la fiche de données de sécurité, mais un produit qui contient du formaldéhyde à cette concentration sera sûrement, enfin réglementairement, il devrait être un produit cancérogène avéré. Donc l'analyse des fiches de données de sécurité, très simplement, en cherchant ces mentions, permet de savoir si le produit est CMR avéré ou non. Une fois que l'on a recensé et analysé les fiches de données de sécurité, il faut déterminer si les salariés qui sont exposés à ce produit doivent être déclarés en CIR, en suivi individuel renforcé pour exposition au CMR, et s'ils doivent être déclarés sur la liste d'exposition de l'écrit du 4 avril. Ça peut sembler redondant, mais les deux obligations doivent être remplies. Donc, pour un produit qui présenterait les mentions 340, 350 ou 360, c'est un produit CMR avéré. Là, on ne se pose pas de questions. Il faut déclarer le salarié sur la liste du décret. Il faut également le déclarer en CIR, suivi individuel renforcé, pour exposition au CMR. Pour un produit qui contiendrait des substances CMR avérées, mais qui ne serait pas CMR avéré, dans ce cas-là, la réponse de la direction du travail était d'évaluer l'exposition. Donc l'employeur doit évaluer l'exposition par tous les moyens qu'il jugera nécessaires pour déterminer s'il y a un risque d'exposition élevé ou non au caractère CMR des substances contenues dans le produit. L'évaluation de l'exposition des salariés peut revêtir plusieurs formes. On peut parler de métrologie des polluants, on peut parler d'atténuation du risque par la présence d'équipements de protection collective ou individuelle. On peut déterminer que l'exposition est rare et que le procédé ne met pas en risque la santé du salarié. Toute argumentation est valable, il n'y a pas de précision sur ce qui compose une argumentation nécessaire. Cependant, il est quand même nécessaire de faire cette évaluation pour déterminer si le salarié doit être déclaré. Et dans un troisième temps, lorsqu'on a pu analyser les produits grâce à leur fiche de données de sécurité, on va analyser le reste des situations de travail et notamment les travaux reconnus comme cancérogènes. Donc, il y a une liste de travaux qui sont reconnus réglementairement comme étant exposant à des polluants cancérogènes. Ils sont les suivants. Donc, fabrication d'oramine. Normalement, nous n'en avons pas sur le secteur de Franche-Comté. Les travaux exposant au HAP, présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille. Les travaux exposant aux poussières, fumées et brouillards produits lors du grillage des mattes de nickel. Les procédés à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique. Les travaux exposant aux poussières de bois inhalables. Alors, on va peut-être s'arrêter sur ces travaux exposants. Si vous avez des salariés qui doivent découper du bois et qu'il n'y a pas d'aspiration et qu'ils sont potentiellement exposés à l'inhalation de poussière de bois, ceux-ci devraient être déclarés comme exposés à des agents CMR, puisque les poussières de bois sont CMR, et ce, peu importe leur provenance. C'est-à-dire que le bois ait été traité ou qu'il s'agisse de bois naturel de branches d'arbres brutes, on reste sur des poussières de bois inhalables, on reste sur un procédé qui est cancérogène. Il n'y a normalement pas à prendre en compte la fréquence, la périodicité. C'est-à-dire qu'un salarié qui sera en maintenance et qui serait amené une fois par mois à découper du bois, normalement devrait être exposé aux poussières de bois inhalables dans la déclaration. Il y a également les travaux exposant au formaldéhyde, à la silice cristalline, donc tout ce qui est découpe de pierre, notamment du quartz ou du marbre, et aux travaux exposant aux émissions de moteurs diesel et aux huiles moteurs. Ce qui veut dire que si vous avez des salariés qui sont dans des services maintenance qui interviennent sur des véhicules diesel, ceux-ci doivent être considérés comme exposés
à décomposer un CMR. C'est la même chose pour tous les mécaniciens de tous les garages automobiles légers, enfin véhicules légers, poids lourds et autres. Je vais répondre à la question tout de suite, mais pour une personne utilisant des broyeurs de végétaux, puisqu'on est dans cette catégorie, s'il y a fabrication de poussière et s'il est exposé à l'inhalation, ça rentre en tant que CMR. Après, à voir avec, ce que vous avez comme moyen de prévention en place, mais normalement, si ça tronçonne et si ça utilise des broyeurs de végétaux, c'est normalement, considéré comme CMR avéré. On reviendra sur le reste des questions, plus tard, hein, pour la question sur le masque FFP3, puisque ça découle justement de l'analyse. Donc, l'analyse des produits émis, justement, que vous nous demandiez, je note également la question du formaldéhyde en plasturgie, on y reviendra à la fin. L'analyse des produits émis, l'analyse de l'exposition aux produits chimiques passe également par la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous devez le savoir, c'est un document qui est réglementaire pour les employeurs dès la présence du premier salarié dans l'entreprise. C'est un document qui identifie et cote les risques de l'entreprise et pour lequel on rédige un plan d'action selon les degrés de priorisation qui ont été associés aux risques identifiés dans le document. En fait, dans le document unique d'évaluation des risques, vous devez évaluer le risque chimique, comme n'importe quel autre risque. Si on pense au TMS ou aux risques psychosociaux, le risque chimique doit être évalué également. Alors, lorsqu'on parle d'évaluation, évidemment, on parle d'identification. Voilà, le salarié va utiliser, par exemple, des vernis. C'est une identification, mais pour ce qui est de l'évaluation, il faudrait aller plus loin et dire nous disposons de cabines d'application, nous disposons de masques, donc l'utilisation des produits nocifs ne présente pas forcément de risque pour la santé du salarié selon les conditions de travail mises en place. On peut également faire une évaluation du risque chimique plus poussée en mettant en place par exemple des campagnes de métrologie atmosphérique ou biométrologique. Si vous disposez d'une infirmière dans votre entreprise, sinon l'OPSAT s'en charge lorsque c'est nécessaire, parce que c'est pas toujours nécessaire de faire de biométrologie. Et cette évaluation du risque chimique est en fait un prolongement du document unique. Simplement, plutôt que de mettre dans votre fichier Excel ou fichier PDF du document unique l'ensemble des résultats de l'évaluation du risque chimique, vous pouvez mener ces métrologies à part et reporter les résultats dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, justement, la suite du décret du 4 avril 2024 donne des précisions sur d'autres aspects, comme par exemple qui peut avoir accès à cette liste de salariés exposés à des agents CMR. Donc, la liste, elle doit être accessible aux salariés exposés eux-mêmes. Une version anonymisée doit également être accessible à l'ensemble des travailleurs et aux membres du CSSCT, du CSE. La liste, elle doit être communiquée, et ce, à chaque actualisation au service de santé au travail, pour alimenter le dossier médical en santé au travail des salariés concernés de l'entreprise. Et nous, service de santé au travail, nous avons l'obligation de conserver ces données-là pendant un minima 40 ans. Un salarié sur cette liste devra être déclaré en suivi individuel renforcé en lien, enfin pour le motif d'être exposé à des agents CMR avérés. Alors, vous utilisez tous PADOA pour votre déclaration obligatoire des effectifs et depuis le début du mois, un module s'est ouvert sur PADOA pour pouvoir établir cette liste directement sur l'outil numérique d'OPSAT. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas encore validé votre déclaration obligatoire des effectifs et dans ce cas-là, la déclaration des salariés exposés aux agents CMR vous sera proposée dans le cadre de ce tunnel de déclaration. Soit vous avez déjà validé votre DOE et dans ce cas, ce module est accessible depuis votre espace PADOA.
L'avantage de l'outil numérique, c'est qu'il va générer directement la liste des salariés exposés aux agences CMR et ça nous sera transmis automatiquement. Donc, vous n'aurez pas de manipulation supplémentaire à faire. Par ailleurs, cela nous permettra de garantir la conservation des données sur un espace qui est numérisé. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment se présente ce module sur Padoa. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ok. Donc là, sur mon écran, je vous affiche le tunnel de déclaration obligatoire des effectifs. Alors peut-être que parmi vous, certains connaissent ce tunnel-là. Pour les autres, peut-être que vous le découvrez, mais ce n'est pas très grave. Donc, on retrouve l'ensemble des étapes du tunnel de déclaration obligatoire des effectifs. Et l'étape qui nous intéresse est la dernière étape de ce tunnel-là, l'étape numéro 9, qui concerne l'affectation des situations de travail aux salariés. Donc, c'est sur cette étape-là que vous, employeurs, adhérents, allez déclarer les suivis individuels renforcés de vos salariés. Donc, par exemple, si je choisis un salarié au hasard, même plusieurs, et que je leur affecte un suivi individuel renforcé pour motif d'être exposé à des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, je le rajoute. Je vais pouvoir, dans un deuxième temps, quand je clique sur « Suivant », donc là, j'arrive sur une page dédiée à la déclaration des substances CMR. Donc, l'outil va donner quelques informations complémentaires au sujet du décret du 4 avril 2024. Et on va retrouver, en fait, vous allez retrouver sur cet espace-là l'ensemble des salariés que vous aurez déclarés en suivi individuel renforcé pour le motif d'être exposés à des agents CMR. Uniquement ceux-là. Si vous avez déclaré des salariés en CIR habilitation électrique, ils n'apparaîtront pas dans cette liste, bien évidemment. Et donc, pour chacun des salariés de cette liste, vous allez pouvoir déclarer la ou les substances ou le ou les procédés CMR qui les concernent. Vous pouvez bien entendu faire des ajouts en masse, c'est-à-dire sélectionner plusieurs salariés, voire la totalité des salariés, et ajouter les substances CMR qui les concernent. Ou alors, vous pouvez de manière différenciée aller sélectionner une substance pour chaque salarié. Donc, quand je clique sur « Ajouter une substance », j'arrive sur une page qui me permet d'accéder à un module « Substance » ou à un module « Procédé ». Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la déclaration des substances CMR. Pour ce qui est des substances, vous avez la possibilité de rechercher une substance dans la base de données de Padoa par le biais du numéro CAS ou du nom de la substance. Alors, le numéro CAS, c'est beaucoup plus précis que le nom de la substance. Après, on ne l'a pas toujours. Il suffit alors de sélectionner la substance correspondante à votre recherche. Il y a également d'autres champs que vous pouvez remplir, mais ça n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous pouvez notamment préciser la nature d'exposition de votre ou de vos salariés. Est-ce que ces personnes sont exposées à la substance par inhalation, par ingestion, par contact cutané ou oculaire? Donc, vous pouvez sélectionner une exposition ou plusieurs. Vous pouvez préciser le degré d'exposition. Là encore, c'est un champ qui est facultatif et c'est une saisie libre. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans cet encadré-là. Vous pouvez renseigner la durée d'exposition. Est-ce que votre salarié est exposé très souvent, souvent, peu souvent ou de manière occasionnelle? Vous pouvez choisir de saisir le début d'exposition et éventuellement la fin d'exposition si toutefois votre salarié ne serait plus exposé aujourd'hui à cette substance.
Et vous avez également un dernier encart, toujours facultatif, qui est en saisie libre et dans lequel vous pouvez nous laisser des commentaires qui nous seraient propres. Vous pouvez enregistrer ou enregistrer automatiquement derrière une autre substance. Donc, vous pouvez enchaîner comme ça les substances à saisir. Si toutefois vous vous étiez trompé, bien entendu, à tout moment, vous pouvez venir modifier votre saisie. Soit complètement supprimer la substance saisie, soit venir modifier les différents champs que vous auriez complétés. Il est tout à fait envisageable d'ajouter plusieurs substances. Par exemple. Voilà, on peut venir sélectionner plusieurs substances. On peut également ajouter cette fois des procédés reconnus comme étant CMR par le Code du travail, ce dont vous a parlé mon collègue juste avant. Donc, on retrouve cette fameuse liste que nous donne le Code du travail. Il suffit alors de venir cocher les agents émis auxquels sont exposés vos salariés. Vous pouvez en cocher un, mais vous pouvez également cocher plusieurs. Par exemple, travaux exposés aux poussières de bois, travaux exposant au formaldéhyde, etc., etc. De la même façon que pour les substances, vous avez la possibilité de renseigner plus de données. Et on retrouve les mêmes champs que pour les substances. Alors, tous ces champs-là sont bien entendu facultatifs. Donc, à savoir la nature d'exposition, on retrouve exactement la même chose que pour les substances. Le degré d'exposition, la durée d'exposition, les dates de début et de fin d'exposition et éventuellement les commentaires en saisie libre au besoin. Là encore, vous pouvez renseigner plusieurs procédés. Vous pouvez également combiner la déclaration de substance et de procédé. Donc là, par exemple, je vais ajouter un procédé supplémentaire à ce monsieur. Donc là, vous voyez, pour le salarié champenois CC, il est exposé à la fois à des substances CMR et à des travaux étant reconnus comme étant CMR par le Code du travail. Je vais en ajouter un en plus. Alors, une fois que ce travail-là a été fait, vous pouvez générer votre liste. Donc, vous cliquez en haut à droite sur « Télécharger ». Là, le fichier est en cours de préparation. Et donc, l'outil nous génère un fichier Excel où on retrouve l'ensemble des données qui ont été saisies. Donc, à savoir la liste des salariés, donc nom, prénom, et puis le nom de la ou des substances auxquelles le salarié est exposé, avec éventuellement les autres données qu'on aurait renseignées, la nature de l'exposition, le degré d'exposition, etc. Alors, toutes les données qui seront renseignées via ce module, ces expositions-là, ensuite, elles seront suggérées au professionnel de santé qui verra votre salarié. Donc, le professionnel de santé, que ce soit l'infirmier ou le médecin du travail, aura l'information que pour le salarié lambda, vous avez déclaré une exposition, par exemple, au formaldéhyde. Voilà pour ce qui est du tunnel de déclaration. Il suffit ensuite de valider l'étape. Et on arrive à l'issue de la DOE. Si toutefois, vous n'étiez pas à l'aise avec la déclaration de ces substances, ces déclarations n'est pas bloquante dans le tunnel de DOE. C'est-à-dire que cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de renseigner les substances pour pouvoir valider votre DOE. Vous avez la possibilité de le faire, mais ça n'est pas bloquant. Vous pouvez tout à fait revenir dessus une fois votre DOE validé. Alors justement, quand vous vous connectez à votre espace Padoa, donc là je suis sur la page d'accueil de Padoa, je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver ce module-là et comment vous pouvez du coup déclarer les substances ou les procédés CMR pour vos salariés. Alors, tout se passe via le menu qui se trouve à gauche, là, dans la barre noire. Il faut cliquer sur « Risque »
Et là, on retrouve alors c'est pas la même entreprise que dans le tunnel de DOE, hein, donc c'est normal que ce ne soit pas les mêmes noms de salariés. Donc, dans cet onglet-là, on va retrouver les salariés pour lesquels on a déclaré un suivi individuel renforcé pour le motif d'une exposition à des agents CMR. Hein, vous voyez, tous les deux sont bien CIR pour une exposition à des agents CMR. Et de la même façon que dans le cadre du tunnel de la DOE, vous allez pouvoir ajouter une ou plusieurs substances, un ou plusieurs procédés CMR à ces salariés-là. Vous avez également la possibilité de faire un ajout en masse. On retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le cadre du tunnel de DOE. C'est exactement la même chose. Et vous pourrez également télécharger votre liste sans aucun souci. Donc, deux possibilités. Soit vous pouvez le faire par le biais de votre tunnel de DOE, soit vous pouvez aller vous connecter sur votre espace Padoa et retrouver ce module dans votre menu à gauche. Voilà pour ce qui est de la démonstration au niveau de Padoa. Alors effectivement, cette déclaration des produits CMR et l'établissement de la liste des salariés qui y sont exposés peut être assez laborieuse lorsqu'on part d'une situation où on méconnaît le risque chimique dans l'entreprise. Sachez que l'OPSAT peut vous accompagner dans les démarches de prévention, notamment sur le risque chimique, de plusieurs façons. L'OPSAT peut vous aider à l'analyse des fiches de données de sécurité si vous avez du mal à trouver des informations sur les CMR ou si vous avez du mal à identifier l'usage des produits par rapport au poste. On peut se déplacer, hein. Clémence et moi-même sommes intervenants en prévention. Vous nous avez déjà vus dans certaines de vos entreprises. Nous mettons également, l'OPSAT met également à disposition l'outil Empreinte, qui est un outil d'analyse des fiches de données de sécurité, qui permet de saisir l'ensemble des informations pour les concentrer dans une seule synthèse qui fait ressortir en priorité les risques toxicologiques, donc les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques avérés, mais également suspectés, et les produits sensibilisants, pour mettre en place derrière des actions de prévention pour limiter les potentielles pathologies qui sont liées à l'usage de ces produits. Cet outil est compris dans la cotisation, mais il faut demander à pouvoir l'utiliser pour que votre accès soit ouvert. Cependant, comme vous le précisez dans le chat, il y a d'autres outils qui permettent d'analyser les fiches de données de sécurité. Il y a CERICH, qui est un outil gratuit, qui est mis en place par l'INRS, hein, si je ne m'abuse. Il y a d'autres outils également qui sont payants. Il y a des prestataires qui peuvent vous fournir d'autres outils. Voilà, nous, on a Empreinte qui fonctionne très bien, mais il y a également CERICH qui fonctionne très bien. Si vous souhaitez avoir une idée de la gestion des quantités utilisées, parce que Empreinte ne le permettra pas, mais CERICH le permet. Nous, en tant qu'intervenants au service de santé au travail, en tant que toxicologue, nous avons accès à un outil qui s'appelle Toxilist, qui permet d'avoir des informations toxicologiques bien plus poussées sur les produits en fonction de leur composition. Donc, pour des problématiques qui apparaîtraient au poste de travail pour l'usage des produits, on pourrait avoir des informations supplémentaires transmises aux professionnels de santé pour le suivi de vos salariés, mais toujours à partir des fiches de données de sécurité que vous nous transmetteriez. Donc, voici un exemple de la manière synthétique dont Empreinte peut cibler les produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou sensibilisants. Vous allez avoir l'ensemble des informations du produit, le nom, le fournisseur et la date de mise à jour, qui ici est trop ancienne, hein, puisqu'elle date de 2016. Et le caractère CMR du produit, donc là, le mastic free de chez Wurth n'est pas CMR, et les substances qui seraient mises en cause dans la déclaration, qui seraient soit CMR, soit sensibilisantes. Il y a également un regard critique qui est porté sur l'étiquetage, puisque les informations qui sont contenues dans une FDS ne sont pas vérifiées lorsque le fabricant du produit les renseigne. Donc, on peut
parfois avoir des erreurs, ou on peut parfois avoir des fiches qui ne sont plus à jour. Nous répondrons donc aux questions, on note vos questions, on y répondra à la fin. L'OPSAT peut également vous aider pour l'évaluation du risque chimique à proprement parler. Il faut savoir qu'un employeur qui met en œuvre des produits chimiques dans son entreprise a des obligations réglementaires qui sont strictes. Il y a par exemple le mesurage régulier, donc c'est entre 6 mois et 1 an en fonction de la situation de travail, des VLEP. VLEP, c'est une valeur limite d'exposition professionnelle. La plupart, si ce n'est tous, les composants CMR des produits disposent de VLEP. La plupart, pas tous. Mais d'autres également qui ne sont pas cancérogènes, par exemple des solvants. Si on utilise de l'acétone, il existe une valeur limite d'exposition professionnelle pour l'acétone et elle devrait normalement être mesurée tous les ans. Alors, si ce n'a jamais été fait ou si vous souhaitez avoir une démarche de prévention complète, l'OPSAT peut vous accompagner dans la métrologie de ces valeurs. Cependant, nous ne serons pas prestataires pour mesurer les valeurs de manière régulière. Ça, il y a d'autres entreprises qui sont certifiées qui vont pouvoir le faire. Nous pouvons également vous conseiller, justement, pour la rédaction du cahier des charges auprès de ces entreprises. Si vous ne savez pas quelles substances sont concernées par des valeurs limites d'exposition professionnelle ou si il y en a énormément et que vous souhaitez prioriser certains postes en particulier, nous pouvons vous aider pour rédiger ce cahier des charges. Nous pouvons également vous aider au contrôle de l'efficacité des systèmes de captage, que ce soit des vapeurs ou des poussières. Alors, ce ne sont pas des mesures accréditées, mais simplement, ce sont des mesures avec des outils de métrologie simples qui permettent de vérifier si la toxicologie, les propriétés toxicologiques du produit sont en adéquation avec les systèmes qui sont mis en place pour protéger le salarié. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille dans l'amélioration des systèmes existants. Pour demander un accompagnement de ce type, soit vous passez directement par l'intervenant qui est intervenu dans votre entreprise, puisque vous nous connaissez, la plupart des gens qui sont dans le chat ont déjà eu affaire à un intervenant de l'OPSAT pour ces questions. Sinon, vous pouvez demander un accompagnement directement en appelant votre médecin du travail, la secrétaire ou le secrétaire du médecin du travail, ou en passant par le site web opsat.fr, dans la page « Demander une intervention » du pôle prévention conseil. Voilà. Nous arrivons à la fin de la présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, on va remonter dans le chat et les faire dans l'ordre chronologique. Alors, la première question, elle concernait le support du webinaire. Alors, je précise que le webinaire de ce jour est enregistré et sera donc revisionnable depuis notre site Internet. Par ailleurs, le support sera également disponible sur notre site Internet. Donc, vous pourrez retrouver à la fois le support PowerPoint et la vidéo avec les explications sur notre site Internet, il n'y a pas de souci.